Michel Onfray, bonjour. Bonjour. Et bienvenue, nous allons parler de La foudre gouverne le monde chez Albin Michel. C'est le 8e tome de votre journal hédoniste, commencé en 1991. Mais je signale aussi Inframince, ça c'est un ouvrage avec des photos de vous et un texte de vous sur votre voyage au Japon. C'est les éditions du Plénitre. Alors, dans votre 8e tome de ce journal hédoniste, on va croiser Christian Bobin, Joseph Delteil, Charlotte Corday, Freud, Einstein, Lacan, Sartre, la Boétie et bien d'autres. On va pas pouvoir parler de tous ces gens-là ce matin. Il y a un chapitre qui s'appelle Éthologie de la guerre. Je vais commencer par celui-ci parce que hier, Emmanuel Macron a annoncé l'envoi de Mirage 2005 en Ukraine. On est dans une logique de guerre, selon vous ? Oui, je le crains. Je le crains et il y a un certain nombre d'informations qu'il suffit de mettre en relation pour s'apercevoir que ça avance doucement, cette idée. D'abord, il y a eu une confiscation totale du 6 juin. J'ai regardé toute la journée par conscience professionnelle. Et de fait, depuis un certain temps, on nous dit qu'on va envoyer des mecs. C'est le mot qu'utilise Emmanuel Macron. Pour l'instant, des instructeurs ? Oui, mais jadis, il a utilisé le mot mec. J'ai trouvé ça terrible quand il s'agit de l'élite de l'armée française et des commandos. Ensuite, il nous a fait savoir qu'il n'avait pas peur de la guerre, il n'avait pas peur de Poutine, il n'avait pas peur de la bombe atomique. Maintenant, on envoie des instructeurs. Il fait savoir qu'on va pouvoir maintenant tirer directement sur le sol russe, en sachant très bien que Poutine a dit qu'il utiliserait l'arme nucléaire si le territoire était lui-même en jeu. Je me demande à quel jeu il joue, Emmanuel Macron. Enfin, en même temps, je fais semblant de me poser la question, parce que je crois qu'il fait tout pour qu'effectivement la guerre ait lieu. Vous pensez qu'il en a besoin, qu'il en a envie ? Moi, je ne suis pas dans les sphères qui permettent de savoir quels sont les intérêts à faire la guerre. Parce qu'on se dit, c'est pas possible, il y a quand même des gens qui ne travaillent pas à la paix. Jamais, jamais. Il y a des complexes militaro-industriels, comme on dit, il y a beaucoup d'argent à faire, et puis il y a surtout le grand frère américain. Moi, je suis né dans un petit village de Normandie, Chambois, où la poche de falaise s'est terminée. Donc j'ai été éduqué par mon père à ce qu'a été la libération. Elle s'est faite avec des Américains, certes, mais avec des Polonais, avec des Anglais, avec des Canadiens. Et hier, c'était la fête aux Américains. Il n'y avait que les Américains, et c'était grâce à eux que, etc., etc. Or, l'histoire, c'est pas ça. Il y a eu Pearl Harbor, quand même. Et puis, il y a eu la déclaration de guerre d'Adolf Hitler aux États-Unis, et les Américains sont venus faire la guerre sur le territoire européen, parce qu'Hitler leur avait déclaré, Mussolini aussi d'ailleurs, les puissances de l'Axe, puisque le Japon avait fait le travail précédemment. Et là, on nous a dit, mais ils aiment tellement la liberté qu'ils viennent pour nous libérer. Et puis, ils sont repartis après parce qu'ils sont gentils. Ben non, pas du tout. Ils sont pas venus pour ça. Ils sont venus pour installer un gouvernement militaire. Et ils sont repartis parce que De Gaulle leur a demandé. Et absolument, c'est ce que j'allais dire. C'est De Gaulle qui refuse la politique de Lamgotte, qui était une politique de vassalisation, puisque overlord veut dire vassalisation, suzerain. On peut pas le nom de code du 6 juin. Donc, il y a un moment donné où on se dit, les États-Unis ont fait la guerre en permanence. Et là, on laisse Joe Biden nous faire savoir que ce qui s'est passé le 6 juin 1944 et l'Ukraine, c'est la même chose. Et puis le soir, le président nous dit, en direct de l'abbaye aux hommes de Caen, qu'il va falloir y songer, que la guerre est probablement inévitable. Dans son dialogue avec Freud, dialogue épistolaire, Einstein avait une solution contre la guerre. C'est une instance supraétatique, des instances supraétatiques. On a fait l'ONU depuis. Est-ce que l'Europe, qui va jouer une partie de son destin dimanche, ça correspond à ce supraétatique anti-guerre ? Non, parce qu'il faut une puissance. Et il n'y a pas de puissance européenne. Il y a une espèce de contrat libéral, de contrat de business, mais il n'y a pas de visée. D'abord, on a commencé en faisant une monnaie. On ne commence pas une Europe en faisant une monnaie. On commence l'Europe en fédérant les cultures, les intelligences, les peuples et les nations. Et puis après, on arrive à faire une monnaie. Et je pense simplement que la puissance n'est pas identifiable en plus. Vous savez qui pilote la Chine, vous savez qui pilote la Turquie, vous savez qui pilote la Russie, évidemment, ou l'Ukraine. Parce que là, pour le coup, on a découvert la beauté du souverainisme. Et tous ceux qui défendent aujourd'hui l'Ukraine et Zelensky sont des gens qui défendent les frontières, la nation, le peuple, la souveraineté. Je dis, mais c'est formidable. En France, si vous faites ça, vous êtes fasciste. Et quand vous faites ça en Israël ou quand vous faites ça en Ukraine, c'est formidable. Mais peut-être qu'il faut le faire à l'échelle européenne maintenant. Et en effet, moi, je pense que Israël a raison et je pense que l'Ukraine a raison, mais que les gens qui en France pensent la même chose pour la France ont aussi raison. Je défends la souveraineté de tous les pays et la possibilité en plus de ça de s'associer, mais ça ne fabrique pas une puissance. Et l'Europe n'a aucune puissance, c'est-à-dire tout le monde tire dans son coin. Quand je dis tirer, c'est du verbe, je parle pas de manière militaire, mais vous avez vu avec le Covid comment les choses se sont passées. On n'a pas été capable d'avoir une politique européenne. Quand il a fallu avoir des masques, l'Allemagne est allée voir dans son coin. Mais sur les vaccins, on y est parvenu un peu plus. Tardivement. L'Europe est une idée en marche, il n'y a pas eu de vaccin européen. À proprement parler. Il y a eu un moment donné où les Italiens sont allés chercher des médecins cubains. Bonjour l'Europe.
Et puis nous, on nous a dit masque, pas masque, confinement, pas confinement, autorisation de sortie écrite par soi-même pour se permettre à soi-même de sortir dans des conditions etc., etc. On s'est dit, mais elle est où l'Europe là, dans cette configuration? Alors il y a eu une Europe que pour le coup j'ai défendue, et j'ai défendu Macron sur ce sujet, qui a été celle du quoi qu'il en coûte. Je pensais effectivement que c'était une bonne chose d'engager la nation et d'engager l'Europe avec un prêt. En même temps, on voit bien que l'emprunt nous lie encore plus à l'Europe. Je ne suis pas non plus dupe de ce cinéma. Mais ça a marché. Oui, ça a marché et je trouve ça très bien. Vous consacrez aussi beaucoup de pages à l'antisémitisme et notamment à la gauche antisémite, que ce soit Marx ou Hugo Chavez, dont vous citez des propos terribles, jusqu'à LFI. C'est le dernier avatar de cet antisémitisme de gauche qu'on a vu se réveiller depuis le 7 octobre. Oui, je pense qu'il y a plusieurs formes d'antisémitisme dans l'histoire. Il y a eu un antisémitisme qui était l'antisémitisme chrétien. C'était le peuple élu nous a volé notre élection d'une certaine manière. Et Jésus, enfin on connaît l'histoire, c'est le peuple qui a tué Dieu. Jusqu'à Vatican II. Le peuple décide. Alors non, je pense que ça va jusqu'au 18e avec la philosophie des Lumières qui pour le coup est anti-judaïque. Un peu par déisme ou par athéisme ou par agnosticisme, mais il y en a marre du christianisme, quoi. Et c'est le judéo-christianisme, donc il y en a assez des curés, des papes, etc. Enfin, c'est Voltaire, dans l'esprit de Voltaire. Et puis au 19e siècle, avec la révolution industrielle, on a un antisémitisme anticapitaliste. Les juifs, c'est Rothschild, donc c'est l'argent, donc c'est le capital. Et on a ça chez presque tous les socialistes, hélas. On a ça chez Marx, dans la question juive, il répond à Bruno Bauer sur ce sujet. On a des pages de Jaurès. On a des textes de Proudhon que vous aimez. Au XXe siècle, alors Proudhon, hélas, et oui, bien sûr. Alors je ne vais pas défendre Proudhon ici, mais ça se trouve pas dans des livres publiés, mais dans des carnets. Comme pour Jaurès, dans certains articles. Voilà, c'est pas. Aujourd'hui, LFI reprend cette antienne. Et aujourd'hui, vous avez raison, j'allais finir par ça en disant qu'aujourd'hui, c'est l'islamo-gauchisme. C'est un islamo-gauchisme qui estime que on doit retrouver le spirituel. Je prends le mot de Foucault, là, pour le coup, que Foucault utilisait au moment de la révolution iranienne, du spirituel en politique. Et puis cette idée que jadis, Marx, c'était la révolution par l'avant-garde éclairée du prolétariat. Et là, aujourd'hui, c'est la révolution effectuée par les damnés de la terre. Et les damnés de la terre, ce sont les immigrés, les migrants et surtout les musulmans. Et donc, on a cette idée, effectivement, que le schéma anticapitaliste se double d'un schéma anticolonialiste, qu'Israël est la puissance colonisatrice, que les autres sont décolonisés, et qu'il faut rejouer le grand jeu de Frantz Fanon. Vous consacrez des pages à Alain Finkielkraut, un chapitre où il se fait cracher dessus. Il est allé à la rencontre des jeunes de Nuit debout, si je me souviens bien. Dans cette haine d'une certaine gauche contre Alain Finkielkraut, qu'est-ce que cela nous dit de cette capacité à soulever les opprimés, les colonisés, les banlieues, les immigrés? Est-ce que c'est pas un doux rêve chez eux? Chez les islamo-gauchistes de penser que ce nouveau prolétariat va se soulever pour les porter au pouvoir? D'abord, je pense que ça marche chez des gens incultes. C'est toute une génération, c'est-à-dire depuis après mai 68, quand on a estimé qu'à l'école, on n'avait plus besoin d'apprendre à lire, à écrire, à compter, à penser, qu'on n'avait plus besoin d'apprendre la chronologie, qu'on n'avait plus besoin de savoir placer dans l'ordre le judaïsme, le christianisme, et puis dans l'ordre d'apparition chronologique, et puis l'islam, qu'on n'est pas tellement capable de savoir quel est le siècle de Louis XIV, qu'on peut confondre avec Louis XVI, etc. Et à un moment donné, vous pouvez tout dire à des gamins de Sciences Po qui sont en train de vous expliquer des sottises, des bêtises. Si vous leur expliquez... on a vu d'ailleurs à un moment donné, quand... c'est Panot, je crois, Mathilde Panot, à qui on a dit, mais alors du Jourdain à la mer, c'est à l'est ou à l'ouest du Jourdain? Il était incapable de répondre, c'est quand même son métier, et c'est quand même leur sujet. Donc on voit que l'inculture est grande et que chez les jeunes, ça marche très bien. On a les bons et les méchants. Les méchants juifs, et puis alors on dit, ah, mais c'est pas les juifs, c'est les Israéliens, je confonds pas. Ça marche dans la rue, pas dans les urnes pour l'instant. Ces jeunes-là ne votent pas, ou votent peu, et l'avant-garde éclairée de Sciences Po, ça fait pas une majorité. Je ne sais pas. Je pense qu'il y a quand même une NUPES. Moi, je crains plus la NUPES que la France Insoumise, parce que la NUPES, c'est quand même ça. Il n'y en a pas un, enfin, il y en a quelques-uns, à la NUPES, qui a dit, bon, ça, c'est pas possible, on peut pas s'allier avec des antisémites. S'il faut sauver notre poste, on va quand même s'allier avec eux. Alors, avec une pince sur le nez, en disant, bon, Mélenchon, c'est pas, on défend pas tout Mélenchon, mais enfin, quand on défend Mélenchon, on défend le pire de Mélenchon, hélas. Alors, vous décrivez bien la dérive démocratique, l'épuisement démocratique, notamment de cette démocratie qui se veut représentative. Vous écrivez page 112, la représentation du peuple, c'est l'éviction du peuple. Mais comment on remet le peuple dans une démarche de vote, dans une démarche de décision politique? Alors d'abord, moi je pense que je peux vous prédire ce qui va se passer dimanche, et ceux qui vont gagner, ce seront probablement les abstentionnistes. Et quand on a 50% des gens qui ne vont pas voter, il y a un moment donné où quand on est le chef de l'État, on devrait quand même s'interroger. J'ai entendu Emmanuel Macron nous dire « allez voter, c'est pas suffisant ».
Moi, je pense qu'il y a eu un coup d'État en 2005 en France. Avec le référendum sur la Constitution européenne, qui revient par la fenêtre en 2008. On a demandé aux gens ce qu'ils en pensaient. Ils ont dit, on n'en veut pas. On veut une autre Europe. Alors on a dit après, ils veulent pas d'Europe, c'est des nationalistes et des fascistes. Non, ils disent, on veut pas cette Europe. Il n'y avait pas vraiment de plan B chez les partisans du non. Ils ont manqué d'imagination. Oui, ça c'est sûr. C'est effectivement, vous avez raison. C'est un problème aussi chez les souverainistes, chez même pas les frexiteurs. Mais enfin, il n'y a pas de plan B. C'est vrai. Ça a été le cas de Tsipras, ça a été le cas de Podemos, ça a été le cas de Giorgia Meloni. Et c'est pas avec Philippot et Dupont-Aignan qu'on va y arriver. Ni même Marine Le Pen. Ce serait exactement la même chose. Donc je pense qu'il y a un moment donné où on doit pouvoir imaginer que on ramène les gens aux urnes autrement. Non pas en disant allez voter et puis c'est tout. Non, on leur dit écoutez, en 2008, parce que j'ai pas fini sur ce sujet-là, mais je veux dire en 2008, on dit aux Français ce que vous n'avez pas voulu en 2005 par référendum, on met le référendum à la poubelle et vous l'aurez par le Congrès et on sollicite le Congrès et l'Assemblée nationale et le Sénat comme un seul homme votent contre le peuple. C'est-à-dire les représentants du peuple votent contre le peuple et il y a eu personne pour dire mais ça vaut la cour martiale pour Nicolas Sarkozy, ce genre de choses. Et personne ne se souvient que ça s'est passé comme ça. Ajoutons à ça que Sarkozy, il était soutenu par un certain François Hollande. Et qu'il y a eu à l'époque une excellente couverture de Paris Match qui les montrait tous les deux copains comme cochons. Alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour les ramener aux urnes? C'est le référendum la solution sur beaucoup de sujets? C'est le respect de la parole obtenue. C'est-à-dire, c'est de dire, quand vous avez dit quelque chose par référendum, on vous écoute. Je rappelle quand même que d'une certaine manière, leur dernier référendum, c'est Notre-Dame-des-Landes. Et que François Hollande a dit on va demander aux gens ce qu'ils en pensent et les gens disent oui on veut l'extension et il a dit il y aura pas d'extension. Moi je me souviens il y a très longtemps. C'est Édouard Philippe qui a enterré l'aéroport. Oui c'est ça. Et je me souviens à Caen le maire qui avait posé la question voulez-vous un tramway, les Canets ont répondu non, ils ont dit il a dit vous l'aurez quand même. Donc il y a un moment donné où quand les hommes politiques sollicitent le peuple et quand le peuple donne son avis et qu'on dit au peuple allez vous faire voir vous avez mal voté, ou éventuellement qu'on criminalise ceux qui votent. Cette façon d'en appeler en permanence à Oradour-sur-Glane et à la Shoah pour dire attention Marine Le Pen ceci, Marine Le Pen cela. Moi je veux bien, je dis simplement que où sont les condamnations pour antisémitisme de cette dame? Le père c'était un antisémite, c'était même un fasciste. Les deux tomes des mémoires de Jean-Marie Le Pen sont effrayantes. J'ai fait un texte là-dessus sur vraiment lecture plume à la main sur ce qu'était cet homme-là. Je pense qu'il y a un moment donné où il faut arrêter de voir le mal là où il n'est pas et de criminaliser des gens qui disent juste nous on veut pouvoir acheter des jouets à nos enfants. À Noël, souvenez-vous, c'est le début des Gilets jaunes. Nous, on veut pouvoir mettre du fioul dans notre voiture. Le cri du peuple peut devenir la pire des choses, vous dites à un moment donné. C'est quoi la pire des choses? C'est une sorte de révolte sanglante? C'est pas la révolte des gens simples et modestes, du petit peuple, ce que j'ai fait un livre qui s'appelle Grandeur du petit peuple au moment des Gilets jaunes. Je ne crains pas ces gens-là qui ont la décence ordinaire, pour utiliser l'expression d'Orwell, qui ne sont pas violents, pas agressifs, qui ne font pas couler le sang, qui sont juste en train de dire on souffre, on meurt. Des choses très simples. Souvenez-vous, je disais tout à l'heure, au début des Gilets jaunes, des gens disent mais c'est bientôt Noël, on n'a pas les moyens d'acheter des jouets à nos enfants. C'est nos parents qui sont obligés d'acheter des jouets à nos enfants. Les paysans, les agriculteurs, c'était exactement la même chose. Des gens qui ne disent pas on veut une révolution, je sais pas quoi, ils disent juste protégez-nous. Ils demandent au chef de l'État et à la classe politique de les protéger. On a 30 secondes pour un dernier point que je voulais vous faire dire cela. Vous dites, page 251, l'islam peut évoluer. Vous avez vraiment foi dans cette évolution de l'islam ? D'abord, je pense que de la même manière qu'avec la Torah, de la même manière qu'avec le Nouveau Testament ou avec le Coran, il y a des prélèvements possibles. Parce qu'il y a tout et le contraire de tout. C'est-à-dire, moi, j'ai lu le Coran plume à la main. C'est très détaillé. Et vous avez la possibilité de sortir des versets qui peuvent permettre une espèce d'islam des Lumières, et puis d'autres versets qui, eux, rendent possible un islamo-gauchisme. J'ai pas le temps, mais je veux dire que c'est une logique d'interprétation, et pour l'instant, on ne laisse que les radicaux. Et vous reviendrez en parler. C'était pour l'émission prochaine. La foot gouverne le monde. Albin Michel Onfray, bonne journée. Merci beaucoup Christophe Barbier. On vous retrouvera lundi pour une édition spéciale élection européenne avec Eva Soto. À lundi. Radio J. Retrouvez le